chronique. Les révolutionnaires planétaires. Avec votre animateur, Alexandre Timmons. Bonjour à tous, ça va être une émission sur le cinéma. On va recevoir Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et Sergio Leone qui vont passer prendre un petit martini dry sec. On va regarder toutes les techniques comment faire un film de qualité. Ça sera pas trop compliqué. Avec un petit budget, on peut réaliser de grands films. Il s'agit d'avoir du talent. Puis en étudiant la vie des grands réalisateurs, on va tout constater ça. Premièrement, pourquoi c'est difficile de faire un film? Ben parce que ça comprend tous les arts, les 7 arts. Comme par exemple l'architecture. Il faut que ça soit impressionnant au niveau des formes. Après ça, la sculpture. Ça, c'est comme les personnages, les décors qu'on va voir en arrière. Les arts visuels, peinture, dessin, même chose. La musique du film est super importante. C'est ce qui va faire que le film, on va être plus dans l'ambiance ou non. Après ça, la littérature, la poésie, ça dans le fond c'est le scénario. Ça prend un bon scénario, des bons dialogues. C'est ça qui va faire que le film va prendre. Ensuite, le 6e art, la danse, le mime, le cirque, le théâtre, le jeu des acteurs, les rôles. Puis le 7e art, le cinéma. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Il faut faire comme des tableaux en utilisant des super beaux décors. Il faut essayer de créer de la magie au fil des plans qui défilent, des scènes, des dialogues. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, de tout combiner les 7 arts, les 6 arts dans le même art, ben là, il faut vraiment être chevronné. Puis, c'est ce qui est assez complexe à faire. Mais il y a moyen d'y arriver. Premièrement, il faut savoir, le cinéma, c'est comme un tour de magie en fait. Un tour de magie, quand on le regarde, tout a de l'air vrai, mais en arrière, tout est faux. Parce que justement, un tour de magie, ben, c'est tout arrangé à l'avance pour que l'effet spécial arrive au bon moment, puis que la personne elle regarde de l'autre côté au bon moment aussi. Donc, un tour de magie, ben, ça dure quelques minutes, tandis qu'un film, ben, il faut que ça dure 1 heure, 1h15, 1h30. Donc, c'est comme un tour de magie qui durait 1 heure de temps, là. Donc, c'est d'autant plus difficile à effectuer. Après ça, dans le fond, tout est faux parce que finalement, les acteurs, actrices, ben, ils disent des affaires qu'ils pensent pas. Après ça, les décors, ben, souvent, sont faux. C'est des studios. La plupart fonctionnent en studio parce qu'ils peuvent tourner à n'importe quelle heure, n'importe quand. Donc, c'est beaucoup plus facile. Après ça, ben, les accessoires, souvent tout est faux. Les armes sont fausses, les vêtements, les différents artefacts là, dans le décor, tout est faux. Après ça, l'intrigue est fausse. Toute l'histoire, c'est tout inventé par un scénariste ou un dramaturge, un écrivain. Donc, quand on regarde un film, pourtant, tout a de l'air vrai. C'est assez surprenant. Sauf que tout est faux, à 80-90% faux. Puis les gens aussi, les acteurs, actrices qui ont des émotions dans un film, ben c'est des fausses émotions aussi. Donc, quand on comprend ça, tout est fake dans un film pas mal, mais tout a de l'air vrai. Et puis, ça comprend tous les arts à la fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est absolument machiné là, du début à la fin. Donc, une fois qu'on comprend ça, ça donne une perspective plus large à savoir comment réaliser un film, là. Un court-métrage, moyen ou long-métrage. Mais là, moi, je vais m'attarder plus au long-métrage, quoique c'est des procédés qui peuvent fonctionner à tous les autres. Une chose aussi qu'il faut comprendre, dans l'univers du film, je suis vraiment comme
dans la présentation du sujet, là, dans la contextualisation, c'est que aussi au niveau des accessoires, comme je disais, tout est faux, mais justement, par exemple, si on a à imiter une mitraillette ou des armes, ben est-ce que ça serait mieux, par exemple, d'utiliser du métal, du bois, du carton ou du savon ou du plastique? Ben, en fait, on serait porté à penser que ça prendrait du métal pour imiter une arme de façon plus précise, mais en fait, non. Si, par exemple, l'arme, l'artefact, l'accessoire est fait, que ça soit en carton ou en savon, si le rendu à l'écran, quand on filme l'accessoire, il y a de l'air plus vrai, ben c'est mieux de filmer un accessoire qui est fait avec des matériaux qui sont plus cheap un peu. Fait que c'est vraiment à l'écran qu'on voit si l'accessoire il peut jouer dans un film. S'il y a le standard d'un film, évidemment, dans les super productions avec des millions, ben là, leur standard, ils peuvent se payer un standard plus élevé, là. Mais sinon, c'est ça, il faut pas s'attendre à ce que les matériaux sont parfois mieux que d'autres. C'est vraiment au look qu'on voit dans la caméra, dans la télévision par la suite. Dans l'histoire du cinéma au départ, évidemment, avec l'apparition de la caméra, ben c'était plus du théâtre filmé. C'était pas vraiment des films comme on voit aujourd'hui où il y avait des successions de plans là, vraiment rapides là, de quelques secondes, 1 à 3 secondes. C'était toutes des scènes qui étaient filmées avec une caméra à distance, comme si ça filmait juste l'intérieur d'une pièce ou une pièce de théâtre standard. Puis là, les acteurs, actrices, eux autres, ils bougeaient en avant, puis ils faisaient semblant de faire leur pièce de théâtre. Sauf que là, à un moment donné, ils ont commencé à avancer la caméra, faire des plans plus proches pour justement donner une certaine dynamique de l'image qui est assez importante dans le cinéma, sinon ça peut pas rester statique à part pour donner des effets là, statiques. Sauf que en temps normal, qu'est-ce qu'on veut dans le cinéma? L'obsession première, c'est avoir des plans de caméra qui sont parfaitement stables, mais qui peuvent bouger dans le décor pour donner un effet dynamique. Mais si le plan il est pas stable, ça bouge de gauche à droite, il n'y a pas de stabilisateur, ben ça va paraître comme étant un film de mauvaise qualité. Donc dans les premiers accessoires que ça prend, évidemment, c'est un trépied. Après ça, pour faire des plans stables qui tournent avec des angles de gauche à droite. Après ça, on peut avoir un trépied qu'on appelle Steadicam, que ça permet de transporter la caméra, mais avec une certaine lenteur, un certain poids, ce qui fait en sorte que finalement la caméra elle va rester stable. Donc ça donne des plans de caméra, le rectangle de l'écran qu'on voit va toujours rester, il n'y aura pas de ballon, il n'y aura aucun balancement. Donc ça c'est très important. Après ça vous avez les dollies qui sont des chariots où est-ce que la caméra elle peut être fixée avec un bras mécanique qui monte, qui descend, avec une personne qui peut être soit assis en bas du chariot ou avec un petit banc qui suit le bras mécanique. Ça c'est très utilisé parce que justement on peut faire des déplacements un peu comme une chaise roulante là. Donc ça dans une pièce où est-ce qu'il y a un plancher qui est stable, ça fait des très bons plans de caméra. Les principales sortes de caméras, il y a la caméra analogique, comme à l'époque, qui enregistre ou transmet un signal électronique analogique. La caméra argentique, qui utilise un film photographique, comme on utilisait les petits appareils photo avec une bobine là, à l'intérieur, ben, souvent c'était soit du 16 mm ou 35 mm, qui a été pas mal la norme pendant plusieurs années, là, jusqu'à aujourd'hui même. La caméra d'astronomie, qui est utilisée pour prendre des temps de pause très longs vers des étoiles, et puis qui va avoir une haute sensibilité à la lumière, à des temps d'exposition là, élevés, soit aux infrarouges ou ultraviolets, qui va permettre de photographier les galaxies, les voies lactées, comme la Voie lactée, les planètes ou les différents phénomènes astronomiques. Il y a les caméras de détection de mouvement, qu'on n'utilise pas dans le cinéma beaucoup. Il y a les caméras à grand angle du ciel qui permettent de faire des plans sur une grande partie du ciel, les nuages, un hémisphère. Et puis ça permet aussi de calculer la radiation solaire ou la micrométéorologie urbaine. Après ça, il y a les caméras haute vitesse qui sont utilisées pour enregistrer des objets qui se déplacent dans l'air.
Puis il y en a des fois qui vont filmer jusqu'à 10 000 images secondes et plus, là. Ce qui fait qu'après ça, on peut ralentir de beaucoup puis avoir des plans qui sont pas saccadés du tout. Il y a les caméras intelligentes qui sont un système de vision industrielle qui vont capter les images puis les interpréter avec un programme informatique. Il y a les caméras linéaires, qu'il y a juste une ligne de pixels, au contraire qu'il y a plusieurs pixels côte à côte. Ça, c'est les caméras matricielles. C'est utilisé surtout dans les machines, dans le fond, dans l'industriel. Il y a les caméras multiplanes, qui s'est été créé dans les studios de Disney pour donner une espèce d'effet en profondeur au dessin animé, ce qui fait qu'il y a des superpositions d'images, on dirait que le dessin animé prend vie, et puis que les bonhommes se promènent là, dans le même décor finalement là, de dessin. La caméra multispectrale qui permet d'enregistrer des images mais avec différentes longueurs d'onde. On choisit la longueur d'onde, puis ça va permettre de discriminer ce qu'on veut pas filmer. La caméra numérique qui va enregistrer un signal électronique numérique avec des 0 et des 1. C'est ce qu'on utilise essentiellement à notre époque. Les caméras sans fil qui transmettent un signal électrique par l'intermédiaire d'ondes radioélectriques avec un émetteur puis une antenne. Les caméras de surveillance, ça, il y a certains films qui ont été faits à base de ça, là, mais c'est un film qui surveillait comme des fantômes, là. Paranormal Activity. Les caméras thermiques qui permettent de détecter les rayonnements infrarouges, détecter des sources de chaleur. Ça va être utilisé dans des effets comme Predator, où est-ce que la créature extraterrestre, quand elle voit les acteurs en bas, Arnold Schwarzenegger, ben c'est une vision de caméra thermique. Donc ça a été utilisé une couple de fois là, dans l'histoire. Les webcams, c'est les caméras après les ordinateurs. Donc même chose, on l'a utilisé une couple de fois pour des films d'horreur, des trucs du genre. Mais pour filmer le film en tant que tel, c'est pas conseillé parce que la qualité est pas assez bonne. À moins que vous ayez une petite caméra webcam en 4K. Peut-être que vous pourrez vous réchapper. Sinon, ça prend une caméra, par exemple GoPro, qui là peut avoir plus de qualité. Sauf que souvent, elle va courber l'image pour avoir une vue panoramique. Donc, vous allez devoir replacer l'image, recourber l'image vers l'intérieur pour que ça soit plus droit, là, que ça soit un cadre complètement droit en bas. Premièrement, quand on fait un film, il faut préparer un scénario. Le scénario, ça, c'est le plus important. Parce que ça permet de savoir quelle histoire vous allez faire, quel décor qui va être nécessaire, quel rôle, quel acteur, actrice. Dans le fond, tout est basé sur l'histoire. L'histoire, il y en a beaucoup dans le cinéma, par exemple, qui prenaient des romans pour avoir une bonne histoire de base. Parce qu'avec un roman best-seller, on peut faire un film grandiose, là. Donc, par exemple, Stanley Kubrick, lui, son premier film, il avait écrit le scénario. Mais après ça, c'est 12 autres films. Il a juste pris des best-sellers qu'il y avait dans l'histoire, de la littérature, comme par exemple sur les livres de Stephen King. Après ça, Stanley Kubrick, qu'est-ce qu'il faisait? Il réinterprétait l'histoire, il changeait des éléments, comme dans le film Shining, où est-ce que Stephen King, l'auteur, il était pas complètement satisfait de comment Stanley Kubrick avait retransformé l'histoire. Donc finalement, les réalisateurs, producteurs, scénaristes, eux autres, tout est basé à partir du scénario. Fait que des fois, ils voudront pas prendre de chance puis créer une histoire complètement originale. Ils vont préférer jouer dans les plates-bandes des grands romans parce qu'il y a énormément de romans à succès, là. Donc, c'est une façon assez aisée. Donc, un livre, en fait, c'est comme un film qui est déjà fait. Souvent, tous les dialogues sont écrits. Finalement, on peut les adapter, les transposer à l'écran, faire un étayage, garder juste les bonnes discussions qu'on considère pour le film. Puis finalement, au bout du compte, les dialogues devraient s'autosuffire, devraient être assez forts pour former une bonne histoire. Ou sinon, la meilleure méthode que je trouve, c'est de penser à créer 10, 12 à 15 scènes
que c'est les scènes les plus importantes du film que vous placez au début dans le désordre, mais que finalement, vous essayez de penser à quelle scène serait la meilleure. Mettons, on prend des scènes typiques, là, des scènes épiques. Essayez de trouver les scènes les plus épiques que vous vous attendriez à voir dans un film. Puis après ça, vous trouverez l'ordre dans lequel vous devriez les placer. Sinon, si vous vous attendez tout de suite d'avoir le bon ordre en tête, parfois c'est compliqué. C'est mieux de penser aux grandes scènes du film qu'on saurait que c'est des incontournables, au lieu d'essayer de tricoter une histoire complètement serrée à partir du début jusqu'à la fin. Ça, des fois, on a de la misère à voir l'importance des scènes, les perspectives. Mais la façon d'ordonner les scènes, ben, c'est un mix des deux techniques, là. Que c'est bon d'essayer de voir le fil conducteur, qu'on va construire l'histoire pas à pas, numéro par numéro, scène par scène, ou de voir dans la globalité du film avant même d'avoir établi un ordre entre les scènes, de quelles scènes seraient les plus spectaculaires, les plus impressionnantes pour tel type de film. Ensuite, ça va donner, c'est ça, un compte-rendu qui risque d'être un petit peu mieux. C'est mieux parfois d'essayer de faire fitter des scènes ensemble, qu'au départ, on savait pas trop dans quel ordre les placer, mais là que par la suite, on crée des mini-scènes qui vont s'insérer entre les scènes importantes déjà prévues, ce qui va permettre finalement de compléter le scénario au bout du compte sans avoir à s'être cassé la tête à partir du début, là, à savoir l'ordre parfait là, des scènes. Évidemment, des fois, des scènes peuvent être placées, être rechangées d'étape à différents moments pour servir l'histoire, servir le tempo, servir finalement le film au complet. Faut pas avoir peur de changer une scène d'ordre là, à tout moment. Là, c'est pas coulé dans le béton, ça. Là. Habituellement, ceux qui vont faire des scénarios de films vont faire un storyboard. Le storyboard, ça permet de placer chaque plan de caméra un à la suite de l'autre sur, mettons, une feuille, là, une BD. C'est comme une bande dessinée, mais des différents plans du film là, qui bougent pas. Puis ça va permettre sur le plateau de tournage d'installer la caméra assez rapidement pour finalement pas perdre de temps à savoir dans quel angle exactement on devrait filmer l'histoire. Puis ça, ben c'est sûr que sur le tournage même, parfois on va rajouter des angles de caméra qu'on n'avait pas prévus au départ. Puis ça, il faut être capable de se laisser une bonne marge de manœuvre, à savoir comment improviser sur le moment. Parce que tout dépendamment de l'endroit où ce qu'on filme, mais parfois il y a un momentum, on voit des éléments qu'on n'avait pas prévus avant, soit dans un repérage ou juste dans le scénario en lui-même, dans le storyboard, là, la succession des images, des dessins. Faut pas hésiter de rajouter quelques plans au tournage pour après ça n'en garder ou pas dans la version finale du film. Ce qui peut quand même faire une différence. C'est mieux d'avoir plus de plans. Par exemple, 5 à 10 plans supplémentaires. Ensuite, on choisit qu'est-ce qu'on garde, comme j'expliquais. Sinon, ben, on manque de plans, puis on manque de terminer correctement l'histoire avec le plus de richesse de plans possible. On regarde des réalisateurs comme Sergio Leone. Ben, il allait chercher des plans, des fois, des gros plans. Ce que les autres réalisateurs font pas en temps normal. Aller chercher des plans de loin, des plans avec un angle par-dessus, par en dessous, des plans de travelling qui bougent dans la pièce avec des directions qui sont quand même surprenantes, ce qui vont surprendre le spectateur. Quand on fait le storyboard, c'est bon de faire un exercice d'imagination pour essayer de voir les plans le plus possible là, avant même d'avoir à être sur place. Il y a des réalisateurs comme Alfred Hitchcock qui disait qu'une fois que son scénario y avait été fait, son storyboard, n'importe qui aurait pu faire son film, ça n'aurait pas fait de différence parce que tout avait été clairement bien indiqué sur le storyboard, sur le scénario du départ. Donc, lui, il ne rechangeait pas d'idée. Il y en a qui vont faire des plans supplémentaires, mais il y en a qui pensent que leur film il est parfait à partir de la planche de dessin. Donc, habituellement, dans les grands films, ben, ils vont engager des super bons storyboarders qui sont capables de faire des dessins impeccables, qui vont présenter par la suite à des gros studios de production pour essayer de faire produire finalement leur bande dessinée. Parce que les scénarios peuvent être inscrits à côté avec les dialogues,
Mais ça reste que si les dessins sont très soignés, ben c'est plus facile d'avoir des subventions. Puis finalement aller chercher de l'argent soit au fédéral, au provincial, comme avec l'ONF ou l'Office national du film, qui eux autres prêtent pas pour rien. Il faut vraiment que tout le scénario, le storyboard soit bien fait, ou sinon ils donnent pas d'argent. Mais quand c'est une production plus amateur, on peut se permettre d'avoir un storyboard un petit peu moins soigné, parce que en fin de compte, qu'est-ce qui est important, c'est que ça agisse en tant qu'indicateur à savoir où placer la caméra la journée du tournage. L'important, c'est de vous pouvez même faire des bonhommes allumettes avec l'angle de la caméra. Ça, vous allez savoir comment faire vos directions de caméra entre les discussions ou quand la caméra va avancer dans l'action en tant que telle. Sinon, ben, vous allez être perdu la journée même pour tout trouver ça au hasard. Si en plus vous n'avez pas trop préparé les dialogues, ça va être rushant. C'est mieux de préparer les dialogues à l'avance avec les angles de plan de caméra dans les décors préconisés. Il y a différentes structures de scénarios qui sont parfois vantées, qui permettraient de bien organiser les scènes ensemble. C'est des structures qui sont souvent en forme de triangle. Donc on part d'un point de départ du film que c'est très tranquille. Finalement, ça monte en crescendo jusqu'à un nœud final où est-ce qu'il va y avoir la résolution des problèmes de toute la série d'événements désastreux du film pour ensuite avoir une chute vers une finale. Donc, habituellement, c'est le modèle de Blake Snyder, un chat dans l'arbre, qui est habituellement vanté, qui est utilisé même pas mal à Hollywood. La structure en 3 actes. L'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Ça, c'est la structure de Blake Snyder, comme j'expliquais. Bon, au début, ça prend un commencement. Après ça, il faut qu'il y ait un événement qui va inciter le héros à aller plus loin. Le call de l'action. Il y a un appel où est-ce que l'action va se passer, va se dérouler. Par exemple, dans 58 minutes pour vivre. Bon, mais là, c'était finalement Bruce Willis, que lui, il est sorti de sa vie banale pour aller finalement sauver l'hôtel avec les terroristes qui sont là à l'intérieur puis sa femme. Il y a un événement qui le sort de sa routine, de sa bulle normale. Après ça, il y a le climax de la scène 1. L'acte 1, ben, ça prend un événement qui va être spectaculaire pour qu'on va dire que ça va le terminer, qu'on va pouvoir passer à l'acte 2, qui est séparé encore en plusieurs parties. Après le climax de la fin de la scène 1, acte 1, ça peut être composé de plusieurs scènes, il y a à nouveau un nouvel obstacle. Puis c'est la partie qui appelle Rising Action, où est-ce que l'action elle va monter tranquillement pour se diriger vers le climax final, qui est dans le 3e acte. Après ça, ça prend un 2e obstacle. Ça prend une succession d'obstacles qui vont empêcher le héros ou les héros ou le but de l'histoire de se dérouler, d'advenir à son but final. Il faut que, comme Indiana Jones, lui essaye par exemple d'aller chercher la pièce d'or à la fin ou le diamant en haut d'une colline, dans une grotte au bout d'un corridor. Ben, il faut qu'il y ait différents obstacles qui vont l'empêcher de réaliser sa quête, mais que finalement il va l'emporter à la fin. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Dans le fond, que tout va bien jusqu'à l'élément final, aller délivrer la princesse, aller battre le Big Boss, ben ça sert absolument à rien. Il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des difficultés. Après ça, on arrive au milieu de l'acte 2, qui est la confrontation, le twist du centre, qui va permettre de basculer vers la 2e partie du film. Ça peut se dérouler après une demi-heure, 45 minutes en fait. Là. Parce que finalement, le héros, l'histoire va aller vers encore plus d'action, vers un dénouement qui est de plus en plus incertain. Ce qui va faire que la tension dramatique et puis la tension émotionnelle vécue par le spectateur va y aller en montant. Et puis à partir de là, ben, il faut quand même faire un événement qui est marquant si possible dans le film, dans la scène, qui fait qu'on voit là, qu'il y a une transition. Ou sinon après ça, ben, on continue avec les obstacles habituels, un obstacle, 2 obstacles principalement, pour arriver finalement au climax de l'acte 2,
qui est le dernier plateau finalement du climax. Donc ça, c'est le début du plateau. Avec le déroulement de l'histoire, de la scène finale, ben on s'en va vers un climax de la nouvelle totale. Dans le sens que c'est le climax, l'apothéose du film, que là, dans le fond, l'énigme a été résolue, la mission a été accomplie, et puis ensuite on tombe dans la phase descendante du film de l'acte 3, où est-ce que là, la réalité va revenir à la normale, les personnages vont retrouver leur famille, et, la scène qui était critique finalement a été résolue, ce qui va permettre une baisse de tension dramatique chez les spectateurs, qui finalement vont trouver que l'histoire a bien été, et puis que c'est un bon film, si possible les gentils ont gagné, etc. Donc si on réussit pas à créer ce climax-là sur le timeline longitudinal, ben, ça va être difficile d'aller chercher un maximum d'émotions. On peut y aller par différents petits climax autour du film, sauf que cette technique-là est très utilisée par Hollywood pour justement faire augmenter toujours la tension, là, puis que ce soit pour un film d'horreur, un drame, un film d'action, il n'y a pas de différence là, ils vont essayer de créer une intrigue comme ça qui va se dérouler en 3 actes. Ce qu'il faut être capable de voir en premier, évidemment, c'est le synopsis, ou est-ce que c'est le pitch, l'idée générale du film, quel genre de film on a envie de faire, un film de loup-garou, un film de zombie, un film d'amour, un film d'enquête policière. Puis une fois qu'on a choisi un certain type de film, ben on essaie de trouver un angle qui n'a jamais été abordé. Par exemple, Stanley Kubrick, lui, il regardait tous les grands chefs-d'œuvre d'un modèle de film, un type de film, par exemple la guerre au Vietnam. Bon, ben, une fois après avoir regardé tous les films majeurs, ben lui, il se disait comment moi je vais interpréter, comment je vais aborder cette problématique-là pour que ça soit nouveau, puis que potentiellement que ça soit révolutionnaire, que ça soit meilleur que tous les autres films de Vietnam qui ont été faits. Dans cette approche-là, ben, ça lui permettait d'être très innovateur, puis de se démarquer des autres réalisateurs, des autres scénarios, ce qui lui a fait gagner des prix, puis une notoriété internationale. Il faut être capable de voir avec quel angle on va traiter le problème, avec quelle valeur. Est-ce que c'est par exemple la solitude, comme dans le film avec Tom Hanks, qui est sur une île? Est-ce que c'est l'amour qu'on veut présenter, la jalousie, la trahison? Quelle émotion principale on veut mettre en relief dans le film? Ça, c'est important de le voir. C'est pas rien que des événements cinématographiques, là, des événements temporels qui suivent, mais c'est aussi des émotions qu'il faut faire vivre aux spectateurs, spectatrices, les orienter vers des directions artistiques, émotionnelles, faisant en sorte qu'ils vont s'en rappeler des années plus tard, car ils vont avoir vécu des instants très intenses. Car c'est sûr que le flow émotionnel dans la constitution d'une personne, c'est important, car c'est des flows hormonaux. En faisant des films, ben on sait qu'on va jouer là-dessus sur les niveaux hormonaux. Si on fait bien peur à personne, ou si elle a par exemple de la peine, elle va vivre une palette d'émotions qui vont être déclenchées par le réalisateur, par le scénario. C'est souvent tout stagé à l'avance. Il faut penser tout le temps qu'on écrit le film pour le spectateur et non pas pour l'équipe de réalisation ou les scénaristes et producteurs. Ensuite, au sujet des acteurs, des personnages, il faut se demander qui est-il? Qu'est-ce que le personnage va faire? D'où est-ce qu'il vient? C'est quoi son histoire? Où est-ce qu'il s'en va? Et pourquoi qu'il va vers cette quête, vers ce but? C'est des questions qu'il faut se poser direct au départ, à savoir le pourquoi du personnage, des personnages. Qu'est-ce qu'ils vont exécuter dans l'histoire? C'est quoi leur ordre d'importance? Est-ce que c'est le héros, le deuxième héros, etc., personnage tiers? Donc, la création des personnages, ça c'est un des éléments moteurs de l'histoire. Si on ne sait pas les personnages, parce qu'en fait un film, là, ça prend des personnes, là, ça peut être des animaux, ça peut être des poissons comme dans Nemo, même si c'est pas des humains en tant que tels, ça peut être des chiens, des chats. L'important c'est que les personnages, eux autres, ils développent le déroulement de l'histoire.